Il me fait très plaisir de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Marie-Pierre Dubé est chercheuse et professeure à l'Université de Montréal, spécialisée dans l'analyse de données appliquées à la médecine de précision. Elle dirige le Centre de pharmacogénomique Beaulieu-Saucier de l'Institut de cardiologie de Montréal. Elle collabore avec des partenaires publics et privés pour intégrer la génomique dans les études cliniques. Elle est également titulaire d'une chaire de recherche du Canada en analyse de données de la médecine de précision. La Dr Dubé est impliquée dans de nombreuses initiatives pour promouvoir une approche éthique et socialement responsable de la recherche génomique et pour encourager l'usage de méthodes favorisant la diversité et la transparence en médecine de précision. Aujourd'hui, elle nous parlera de ses travaux de recherche sur un sujet en plein essor en ce moment, la santé cardiovasculaire de précision. Alors, on va parler aujourd'hui de médecine de précision. Puis, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de la médecine de précision? Bien, une partie de la réponse se trouve au niveau des médicaments qui sont pas nécessairement toujours très efficaces. Puis, on voit ici une statistique qui est utilisée beaucoup en épidémiologie puis en pharmacoépidémiologie, qui est le nombre nécessaire au traitement, le NNT. Certains d'entre vous pourraient avoir déjà vu cette statistique. Elle est des fois rapportée dans les résultats des essais randomisés cliniques. Ça représente, le NNT, le nombre moyen de participants, de patients qu'il faut soigner, qu'il faut traiter, pardon, le nombre de participants qu'il faut traiter pour arriver à en soigner un. Si on parle, par exemple, de statine, on va traiter 20 personnes en intervention secondaire, 20 personnes avec des statines pour pouvoir prévenir un événement cardiovasculaire majeur comparativement au placebo. On voit que, donc, il faut traiter beaucoup de personnes pour arriver à nos fins, pour arriver au bénéfice des médicaments, et ça va varier d'un médicament à l'autre. Cette statistique de NNT, c'est une statistique qui se situe dans le cadre d'une durée de suivi. Donc, pour les statines, ici, on parle généralement dans les statistiques qui sont présentées sur cette diapo, on parle de la durée de suivi de l'essai randomisé clinique. Donc, ici, ça aurait été probablement sur une période de 4 ans. Dépendamment des études, la mesure va s'échelonner sur une période de temps différente. Maintenant qu'on sait ça, ceci étant dit, on pourrait se dire, ben, est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Puis c'est là où la médecine de précision arrive en jeu. Pour pouvoir vous parler de la médecine de précision et des essais randomisés de précision qu'on veut faire dans les maladies cardio-métaboliques, on va prendre un pas de recul, puis on va se rappeler ensemble comment le développement du médicament se fait. C'est un processus qui est long et coûteux et complexe et qui a plusieurs étapes. Puis en réalité, j'ai tronqué cette infographique qui nous est fournie par l'IM, qui est une organisation française de vulgarisation d'essais randomisés cliniques. Je vous invite à aller voir. Je l'ai tronqué à moitié parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui vont suivre l'autorisation de mise en marché dans le processus de développement et le cycle de vie d'un médicament. Mais on peut regarder ici les étapes qui nous touchent en particulier pour ce qui est de la médecine de précision. Donc, tout d'abord, il y a la recherche d'une molécule. On va sécuriser un brevet, puis on va mobiliser des équipes, de grandes équipes cliniques et de recherche pour lancer un programme de développement. On va faire des essais qu'on appelle précliniques, où on va tester soit sur des petits animaux, sur des analyses de laboratoire, comment se comporte la molécule qui nous intéresse, pour voir si effectivement ça a le potentiel de devenir un traitement utile. Ensuite, on va souvent comparer différentes molécules. Donc, on va avoir une cible thérapeutique, puis on va avoir des molécules qui vont cibler cette cible thérapeutique-là et qui vont le faire à différents niveaux d'efficacité, avec ou pas des effets indésirables hors cible qu'il faut mesurer puis essayer de quantifier. Puis une fois qu'on a fait la sélection de la molécule qui semble être la plus prometteuse, et puis qu'on a fait les études précliniques convaincantes, on peut passer aux essais cliniques.
quand on arrive aux essais cliniques, il y a 3 grandes étapes d'essais cliniques, puis je vais vous les montrer. Puis quand on a passé ces étapes-là, puis que les résultats de notre étude sont convaincants, on peut passer à l'étape de mise en marché qui est par une demande d'autorisation de mise en marché. Ici, ben, c'est une organisation européenne, donc on nous montre ici les instances européennes. Au Canada, c'est souvent, on est un peu attaché à la hanche avec la FDA, la Food and Drug Administration des États-Unis, et Santé Canada qui va approuver nos médicaments avec les recommandations de l'INES pour son usage et son remboursement pour le Québec. Donc, les étapes cliniques, les étapes des essais cliniques, là, ce bloc, pardon, ici, les tests chez l'humain, ça consiste en 3 phases. Donc, il y a la phase 1 qui va vraiment tester la sécurité du médicament, puis la meilleure voie à utiliser pour ce médicament-là, comment la molécule se transforme, est éliminée dans l'organisme. C'est le genre d'études qu'on voit habituellement où il y a des appels. Nous invitons des jeunes hommes en santé pour passer 2 jours. C'est ça, c'est les phases 1 habituellement. C'est sur des petits groupes de personnes, habituellement 20 à 50 rarement, autour de 20 personnes qui sont exposées à la molécule pour voir comment la molécule se comporte. Lorsqu'on passe avec succès la phase 1, on va passer à la phase 2 où on va tester la molécule chez des personnes qui souffrent de la maladie qu'on veut soigner. Et puis, on va voir si la molécule a un effet sur des mesures, habituellement des mesures intermédiaires qui vont nous révéler quel niveau de succès on peut s'attendre sur les essais cliniques plus parlant, plus important pour la maladie, et c'est ce qu'on va tester à la phase 3. On va pouvoir voir si on arrive à agir sur les mesures cliniques plus directes, que ce soit la mortalité pour cause de maladies cardiovasculaires, etc. Et rendu à la phase 3, ici, on parle de plusieurs personnes. En oncologie, habituellement, c'est 200, 300 personnes, mais en maladie cardiovasculaire, on parle ici de 10 000 à 15 000 et j'ai même vu des 30 000 participants dans des études de phase 3. Pourquoi? Parce que le bénéfice marginal, il est mince, il est faible. Puis c'est ce que je vous montrais avec le NNT pour les statines. Il faut traiter beaucoup de personnes pour arriver à avoir un signal de bénéfice. C'est pour ça que les études de phase 3 sont si grandes et si coûteuses. Ça coûte très cher par le développement du médicament ici. On dit en moyenne, toute indication confondue, pour se rendre à la phase 3, 300 millions de dollars, mais pour les molécules, pour les maladies cardiovasculaires, on atteint les milliards de dollars pour le développement d'une molécule. Malgré tout ça, c'est pas parfait, puis c'est pas toutes les études à chaque phase qui sont positives. On peut regarder ici les taux de succès qui ont été rapportés. Il y a différents rapports là, de taux de succès, puis habituellement, on va présenter les taux de succès selon les catégories les indications pour lesquelles on va utiliser les médicaments. Mais si on prend une moyenne, en 2011, on se situait à peu près à 17 de taux de succès des molécules ou des études en phase 2, à peu près 50 de taux de succès en phase 3. Ces taux de succès ont tendance à augmenter au fil des années. Donc, si on regarde plus vers 2024, 2025, c'est un petit peu plus élevé. Ça veut dire qu'on fait de mieux en mieux, ce qui est une bonne nouvelle. J'attire votre attention sur cette fraction. À peu près 1/3 de toutes les études de phase 2 et de phase 3 qui ne vont pas de l'avant, qui vont être terminées à ce niveau de développement de molécules, qui vont être fermées, le programme va être fermé pour cause de manque d'efficacité. C'est intéressant ici parce qu'on a une molécule qui est somme toute sécuritaire, donc c'était pas un problème de sécurité, c'est vraiment juste un manque d'efficacité. Donc la molécule faisait quelque chose sur le corps, clairement elle ciblait sa cible, mais pas suffisamment pour être utile cliniquement. Ce qu'on dit ici, c'est qu'on pourrait possiblement faire mieux, notamment avec ces molécules-là, en les ciblant chez les patients qui en bénéficient
de cette molécule-là. Mais comment on fait pour trouver ces personnes-là qui bénéficient d'un médicament si on ne le teste pas? Enfin, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, on fait face, comme je le disais, on améliore le sort des études avec le temps. Et c'est grâce en grande partie à ce paradigme de médecine de précision qui vient changer la façon dont on développe le médicament. C'est vraiment un changement de paradigme auquel on fait face. Donc, dans le passé, historiquement, et encore pour plusieurs molécules, on va développer une molécule qui, avec l'intention de donner cette molécule-là à tous les patients qui auraient l'indication pour, qui ont la maladie, qu'on tente à soigner, à traiter. Mais avec l'avenue de biomarqueurs, on peut utiliser de l'information individuelle de chaque personne pour identifier quelle molécule va à quelle personne. Plutôt que d'utiliser une molécule chez tout le monde, puis de dire, ben, le NNT est faible, mais le médicament n'est pas dangereux, donc on va le donner massivement. Mais on peut faire mieux avec un biomarqueur. Quand on parle de biomarqueur, on parle de quoi? Ben, ça peut être génétique, évidemment. Donc, vous attendez à ce que je vous parle de génétique. Ça peut être un biomarqueur génétique, ça peut être autre chose, ça peut être de la protéomique, ça peut être un biomarqueur qui a été mesuré, ça peut être la CRP, par exemple, un indicateur d'inflammation. Ça peut être des biomarqueurs qui sont couramment utilisés en clinique ou pas, ou des biomarqueurs pharmacogénomiques qui nous indiquent si le médicament a de bonnes chances de fonctionner ou pas et chez quel patient. Et si on regarde l'évolution des médicaments qui sont développés, des nouvelles molécules qui sont présentées à la FDA avec une indication de ciblée, c'est-à-dire que l'organisation, la compagnie pharmaceutique développe une molécule avec un compagnon diagnostique, avec un biomarqueur qui doit être utilisé pour déterminer qui peut recevoir la molécule. On est passé de 5% en 2005 à 25% en 2023. Donc, c'est une grosse augmentation. La majorité, presque toutes ces nouvelles molécules-là qui ont un biomarqueur, c'est dans le domaine de l'oncologie. En réalité, en oncologie, c'est 50% de toutes les nouvelles molécules qui sont présentées pour une indication ciblée basée sur un biomarqueur. Mais pour ce qui est des maladies cardiovasculaires, pour le diabète, maladies cardio-métaboliques, on est vraiment à la traîne, on est loin derrière, puis je vais vous montrer l'état des choses. Pour vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est le développement d'un médicament de précision, dans médecine de précision avec un biomarqueur, je vais prendre un exemple classique qui est le Herceptin, qui a été le premier médicament à être approuvé et pour lequel il y a eu ce biomarqueur qui est réglementé aussi par les agences d'autorisation, par la FDA. Donc, le biomarqueur qui est utilisé pour déterminer qui peut recevoir le médicament est aussi réglementé. Et on le voit ici dans cet exemple avec le Herceptin. Donc, la cible du médicament a été identifiée en 87. On a démarré le développement du médicament, le trastuzumab, par Genentech en 90. On a fait les essais cliniques de phase 1 à 3, comme on parlait tout à l'heure, de 1992 à 97. Et finalement, en 98, le Herceptin, trastuzumab, a été approuvé par la FDA avec son test, qui était le test Herceptest. À cette époque-là, la FDA n'avait pas encore développé ce concept de compagnon diagnostic. Un compagnon diagnostic, on va voir ce que c'est. C'est réglementé et approuvé par la FDA, mais ils ont approuvé l'usage du Herceptin avec ce test-là. Donc, c'était un co-développement. Et finalement, en 2001, un autre compagnon diagnostique a été approuvé indépendamment, qui était le PAP-Vision R2 de Abbott, qui était un test par fiche qui a été approuvé. Et ensuite, on a eu cette vague de standardisation. Quelles sont les bonnes façons de faire pour tester la présence ou non du biomarqueur R2
qui est nécessaire pour pouvoir donner, prescrire le Herceptin. Et on a développé ces recommandations, ces lignes directrices. Et depuis ce temps, il y a plusieurs tests de compagnons diagnostiques qui ont été développés et approuvés par la FDA pour le R2. Et aussi, on a eu des indications élargies pour l'utilisation du Herceptin. Or, que je vous l'avais pas dit, mais c'était pour le cancer du sein que ça a été développé. Et puis maintenant, on a des indications élargies pour d'autres types de cancers. Pour vous donner un aperçu de cet écosystème du développement du médicament en médecine de précision, on voit ici à quel point il y a de la diversité puis il y a du potentiel de développement autour d'un test, d'un médicament ciblé. Donc, on voit ici cette échelle de temps avec les avancées au niveau des tests du compagnon diagnostique pour le R2 et les avancées au niveau des thérapies. Puis on voit que ça avance en parallèle. Donc, il y a du potentiel de développement pour les compagnons, pour les tests, les compagnons diagnostiques, mais aussi pour des nouvelles molécules qui vont être utiles dans cette population de patients ciblés parce qu'ils sont porteurs du biomarqueur R2 positif. Je dis ils sont porteurs, mais en réalité, c'est la tumeur qui exprime le biomarqueur R2. Donc, je vous ai dit, on allait revenir sur ce que c'est un compagnon diagnostique. Il y a une définition qui nous est donnée ici par la FDA. Donc, c'est un dispositif médical in vitro qui fournit des informations pour l'utilisation sécure et efficace d'un médicament ou d'un produit biologique. Ce diagnostic compagnon permet d'identifier les patients qui vont bénéficier ou identifier les patients qui sont à risque accru d'effets indésirables. Et ça peut être aussi utilisé pour surveiller la réponse, pour faire du monitoring, surveiller la réponse dans le traitement. La majorité des compagnons diagnostiques se situent ici pour identifier les patients qui bénéficient d'un médicament. Puis on voit ici, sur cette diapo, une grande augmentation de compagnons diagnostiques qui ont été approuvés par la FDA. Cette revue de littérature se terminait en 2020, puis ça continue de monter. En fait, c'est pas linéaire, il y en a plusieurs qui sont approuvés. La majorité, ce sont des médicaments en oncologie. Et donc, ce qui m'amène à mon point, mais qu'en est-il de la médecine de précision en maladies cardio-métaboliques, en cardiovasculaire? Le développement des compagnons ou des médicaments qui ciblent des populations de patients, c'est beaucoup moins avancé que l'oncologie. Pourquoi? On pourrait penser à 3 points. Il y a moins d'hétérogénéité dans les cibles. Quand on pense à l'oncologie, la tumeur, le cancer, peut exprimer différents biomarqueurs, puis il y a vraiment différentes catégories de tumeurs. Donc, on peut avoir un cancer du sein avec différentes manifestations, une hétérogénéité qu'on peut cibler dans notre approche thérapeutique. C'est moins vrai pour ce qui est des maladies cardio-métaboliques. On peut penser, par exemple, aux gens qui ont fait un infarctus et qu'on veut traiter pour éviter qu'ils en fassent un deuxième. Ben, on n'a pas beaucoup d'indicateurs. Il n'y a pas tant d'hétérogénéité de la maladie, ou du moins, elle est sous-exploitée. Je suis certaine que vous pouvez penser à des façons de classer les individus, mais ça n'a pas été encore exploité dans le développement du médicament. La réponse au traitement, elle est moins claire dans les maladies cardiovasculaires. Ben, moins claire. On fait un infarctus ou on n'en fait pas un, ou on contrôle la glycémie ou on la contrôle pas. Mais il faut traiter plusieurs personnes pour arriver à démontrer qu'on a réduit le risque d'infarctus. Et surtout, il faut attendre longtemps, plusieurs années, avant de démontrer qu'on réduit les événements cardiovasculaires. Donc ça aussi, c'est un bémol. Il y a les modèles de développement historique par exemple, les grandes études cardiovasculaires. Traditionnellement, on n'a pas cette idée de stratification, très peu. Il y a eu quelques études qui se sont intéressées à stratifier sur le taux de CRP, qui est un biomarqueur d'inflammation. Et puis, on a quelques biomarqueurs comme ça qui ont été exploités, mais vraiment pas autant qu'en oncologie.
On voit en cardiovasculaire l'émergence de l'usage de biomarqueurs et de tests pharmacogénomiques. Puis je vais vous en donner quelques exemples, mais encore, aucun de ces biomarqueurs ou tests n'a une désignation formelle de compagnon diagnostique par la FDA ou Santé Canada, aucune instance. Donc, quand on pense aux exemples en médecine de précision, qui, encore une fois, qui ne sont pas des compagnons diagnostiques formels, on peut penser au clopidogrel. Donc, le clopidogrel, qui est un prodrogue qui doit être métabolisé pour devenir actif et efficace, et les patients qui ne sont pas porteurs ou qui sont porteurs d'allèles qui réduisent l'efficacité du Stockholm 2C19 n'arrivent pas à métaboliser le prodrogue en son métabolite actif et n'attire pas les bénéfices du clopidogrel. Et on a des recommandations claires en pharmacogénomique pour utiliser ce test-là pour déterminer qui devrait prendre du clopidogrel ou les médicaments en alternative, ticagrelor ou prasugrel. Mais c'est pas encore une obligation, c'est vraiment si le médecin veut bien implanter, ou si la clinique veut bien implanter ça dans sa pratique, ben ce serait une bonne pratique de le faire, mais c'est pas obligatoire. Puis ça peut avoir des conséquences importantes, puis on pourrait passer chacun des médicaments ici, puis voir que ben pourquoi on n'est pas encore rendu là à faire en sorte qu'on fait de la médecine de précision, c'est pas encore obligatoire de le faire. On a entendu parler beaucoup en pharmacogénomique de la warfarine qui est métabolisée par le CYP2C19 et dont la cible est le VKC1. Et puis, les individus qui ont des polymorphismes dans ces deux choses-là vont avoir besoin d'une dose modifiée de warfarine. Puis, on a vraiment des indications claires sur la monographie du médicament aussi qui nous disent quelle dose est recommandée selon les polymorphismes qui sont mesurés à ces deux gènes. Mais c'est pas obligatoire de le faire. Statine, même chose pour éviter les myopathies. PCSK9 qui sont indiqués pour les patients avec hypercholestérolémie familiale. Ben, l'hypercholestérolémie familiale, bien que ce soit une mutation génétique, le dépistage de cette mutation-là ne constitue pas un compagnon diagnostique. Puis on en vient à deux choses dont on va parler aujourd'hui. Le dalcitrapib, qui est une étude qui est en cours, qui a été lancée à l'Institut de cardiologie de Montréal suite à une découverte dans mon laboratoire. Puis je vais vous dire que je vais vous présenter ce phénomène du dalcitrapib et le potentiel de cette molécule à être une molécule de médecine de précision en cardiologie. Et pour ce qui est du côté du diabète, on a cette nouvelle idée, espoir d'utiliser des scores polygéniques pour classer les patients, pour pouvoir mieux guider l'usage des médicaments selon le profil de diabète de type 2 des individus, puis on va en parler légèrement aujourd'hui. Donc, quand je parle de développement d'essais randomisés, personnalisés, de médecine de précision dans l'étude des maladies cardiovasculaires et du diabète, j'aime le présenter comme étant une approche qui peut s'appuyer sur deux perspectives. La première perspective, c'est d'utiliser les biomarqueurs pour enrichir les patients, pour ceux qui sont à risque de développer la maladie. Puis l'autre, c'est d'utiliser les biomarqueurs pour enrichir pour des patients qui ont une bonne réponse pharmacogénomique. OK, c'est deux choses. On va commencer par enrichir pour les patients à risque de maladie et je vais vous donner des exemples de ça. On parle ici de maladies cardiovasculaires. On a mis oncologie de côté parce que c'est vraiment un autre monde, l'oncologie. En cardiovasculaire, pour enrichir les patients à risque, par exemple, d'événements coronariens majeurs, on pourrait s'appuyer sur les indications qu'on a de la génomique. Donc, vous le savez sûrement, mais il y a des grandes études génomiques qui ont été faites, qui ont identifié des polymorphismes qui augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Et puis, on prend cette information-là de ces grandes études qu'on appelle GWAS, les Genome-Wide Association Studies, et on peut dériver des scores polygéniques. Les scores polygéniques ont un grand potentiel prédictif comparé aux résultats des polymorphismes individuels qu'on peut trouver quand on fait une étude GWAS. Ce
qu'on fait avec les scores polygéniques, c'est qu'on prend tous les prédicteurs pangénomiques avec le poids qu'ils apportent de risques supplémentaires individuellement et on les combine, chacun de ces polymorphismes individuels, en un score combiné, qui est le score polygénique. Donc, une seule mesure pour représenter tous les polymorphismes. Et lorsqu'on fait ce score polygénique sur plusieurs personnes, comme ça, on peut avoir une belle distribution ici d'individus, donc le nombre, la proportion de la population, la prévalence qui a une valeur de score plus ou moins élevée. Ici, le score, on l'a centré à 0 avec un écart type de 1, puis on voit la distribution autour du score. Puis on voit que les individus qui se trouvent, par exemple, dans le 99e,5 percentile, ont 5 fois plus de risque de développer la maladie coronarienne que le reste de la population. C'est vraiment élevé. Donc, c'est 5 fois plus, pas 50% de plus, 5 fois plus de risque. Donc, ça peut être un outil intéressant pour cibler des patients qui sont très à risque de maladies cardiovasculaires, par exemple, ou toute autre maladie. Ça pourrait être le diabète ou autre. Et juste pour ajouter un petit peu là-dessus, ce qu'on voit, ce que les études nous montrent, c'est que ces scores génétiques vont souvent prédire au-delà des biomarqueurs classiques. Donc, au-delà de ce que le médecin ou la personne qui soigne le patient va pouvoir mesurer en clinique, au-delà des taux de cholestérol, du poids corporel, de toutes ces choses-là, il y a une valeur ajoutée à avoir ce score génétique. Et des scores génétiques ou des scores polygéniques, il y en a beaucoup. On a même une base de données qui est publique, un catalogue, le PGS catalogue, qui est un registre de tous les scores qui ont été développés, en grande partie validés aussi, puis ça suit tout ça, la population dans laquelle le score a été développé, la population dans laquelle le score a été validé et son potentiel prédictif. Et donc, on peut aller puiser dans cette ressource pour construire des scores de risque de maladie qu'on peut utiliser dans le volet recherche et développement de médicaments. Une démonstration ici qui a été faite du potentiel clinique ou du potentiel de l'utilisation des scores polygéniques dans le contexte de développement d'essais randomisés cliniques. Nous est présenté ici, ça commence à dater, c'était Mega et al. Qui avait publié dans la Lancet, qui avait revisité les données, en utilisant les données génétiques, ils avaient revisité des grands essais randomisés cliniques. Certains étaient en prévention, tous étaient en prévention de maladies coronariennes, certains étaient en prévention primaire, d'autres étaient en prévention secondaire. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré un score polygénique qui s'appuyait sur 27 polymorphismes. Donc, c'est un petit score polygénique qui était à l'époque. Maintenant, on en a des scores qui ont plus de polymorphismes, mais même en fait, c'est ça, c'est que même un score polygénique qui n'a que 27 polymorphismes arrivait à améliorer l'efficacité des médicaments, puis on le voit ici. Si on classifie les individus comme étant faible risque et les individus comme étant haut risque, puis on compare bénéfice statine versus placebo dans ces strates de patients-là, bien, on voit que les personnes qui sont à haut risque, ça amène un potentiel de prédictif d'efficacité des statines beaucoup plus élevé que les personnes qui sont à faible risque. Donc, on a un potentiel ici, en enrichissant pour les patients qui sont à risque, d'arriver plus rapidement à la démonstration de l'efficacité d'un médicament. C'est une bonne nouvelle parce que ça permettrait, si on le faisait de cette façon-là, ça permettrait éventuellement de réduire la taille des études de phase 3 dont on a besoin, qui sont très coûteuses, comme je vous disais, parce que l'efficacité attendue serait plus élevée. Qui dit efficacité plus élevée dit que statistiquement, on peut réduire la taille pour en arriver à démontrer le bénéfice avec la molécule comparée au placebo. Donc, ça, c'était la première approche, c'est-à-dire enrichir pour les patients qui sont à risque de maladie. Maintenant, je vais vous présenter une autre approche qui est enrichir pour les patients qui ont une bonne réponse basée sur la pharmacogénomique. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est que le premier,
c'est la génétique qui prédit la maladie. Le deuxième, c'est la génétique qui prédit la réponse aux médicaments. Et puis la réponse aux médicaments, c'est autre chose. C'est est-ce que le médicament agit bien chez un individu de par la biologie de cette personne-là. Puis c'est indépendant ou pas de la maladie, mais c'est en lien direct avec la molécule qui est utilisée. Pour pouvoir faire ça, cette démonstration-là, évidemment, on a besoin d'essais randomisés cliniques qui sont menés et sur lesquels on a des données génétiques, c'est-à-dire on a besoin d'études pharmacogénétiques. On a besoin de faire des GWAS sur la mesure de réponse aux médicaments. Et ceci étant dit, un des bémols, c'est que c'est difficile à valider ces découvertes-là parce qu'habituellement, dans le développement de médicaments, on fait une étude, on n'en fait pas 50, puis donc on peut faire une trouvaille, mais sans réellement de potentiel de la répliquer telle quelle dans une autre cohorte. Donc, il faut être créatif pour appuyer, pour faire la démonstration de la validité clinique de la trouvaille qu'on a faite. Et on embarque là-dedans et c'est de ça dont on va parler. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est cibler les patients ayant une bonne réponse pharmacogénomique. On peut les identifier idéalement à la phase 2 de développement du médicament. On commence à avoir des patients qui ont la maladie et on voit comment le médicament agit sur l'organisme en phase 2 et on peut émettre des hypothèses ici sur des biomarqueurs qui peuvent ensuite être passés à la phase 3 pour cibler la population de patients et démontrer l'efficacité de notre molécule avec le traitement versus un placebo, mais dans une population ciblée. Ça, c'est le monde idéal du développement d'un médicament en médecine de précision. Et tout ça se fait en parallèle avec le développement du fameux compagnon diagnostique qui peut être génétique ou un biomarqueur ou autre. Et ce compagnon diagnostique-là va avoir un parcours d'autorisation réglementaire qui va être fait en parallèle au parcours d'autorisation réglementaire de la molécule elle-même, par des comités totalement séparés. Et ça nous amène à la recherche qu'on fait dans mon équipe, qui est au Centre de pharmacogénomique. On travaille, ça fait 20 ans, comme Benoît disait, je suis à l'Institut de cardiologie de Montréal depuis 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans et plus que je fais de la pharmacogénomique. Et on est rendu à ce point-là, dont je vous présente, en une équipe qui a revisité de nombreux essais randomisés cliniques, plus d'une centaine, avec des données génétiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde comment le médicament, lorsque le médicament a atteint sa cible ou pas, ou le médicament agit sur le corps, et on regarde s'il y a des variants génétiques qui viennent modifier la réponse du médicament en utilisant ces données. Donc, on a travaillé, en fait, on a une collaboration avec AstraZeneca de très longue date et qui nous a permis, qui est toujours en cours et qui nous permet d'avancer sur plusieurs fronts cardiovasculaires et pour le diabète aussi, mais aussi plusieurs autres études. Par exemple, on a publié, juste pour vous dire, la réponse au cantésartan utilisant une insuffisance cardiaque, la réponse à la colchicine, un anti-inflammatoire qui était utilisé ici dans le contexte du syndrome coronarien aigu. On travaille depuis plusieurs années avec plusieurs consortiums, puis je vous en présente un ici qui est le consortium GIST, sur lequel Benoît aussi, en fait c'est Benoît qui m'a introduit au consortium GIST. Merci beaucoup Benoît. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux étroitement et puis on a fait des GWAS sur le changement de réponse LDL et le changement de réponse de cholestérol HDL en réponse aux statines chez des nouveaux utilisateurs de statines. Donc, chez des personnes qui sont naïves aux statines, on voit à quel point ces mesures de cholestérol vont changer lorsqu'exposées aux statines. Plus récemment, on a fait une étude où on regardait le changement de la CRP, cette molécule d'inflammation, chez des personnes qui étaient justement naïves aux statines. C'est pour vous donner un exemple. Ça, c'était les statines. Comme c'est Benoît qui m'a invité à vous parler, je voulais parler un petit peu de diabète. On a un gros
projet qui porte sur le diabète, mais je vais pas vous présenter les résultats aujourd'hui, ça sera pour une prochaine fois. C'est en collaboration avec Ewan Pearson qui est en Écosse. C'est un team grant international où on a mis en commun plusieurs essais randomisés cliniques qui portent sur les nouvelles molécules utilisées dans le traitement du diabète de type 2, notamment les SGLT2, les inhibiteurs de SGLT2. DPP4, on a seulement le saxagliptin et les fameux GLP-1 agonistes. On en a quelques molécules ici. Et on fait donc des GWAS et des scores polygéniques partitionnés. Et puis, on mesure plusieurs actions du médicament sur l'organisme via différents angles. Je vous ai dit qu'on faisait aussi des scores polygéniques partitionnés. Je vois que le temps file, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est très populaire. Dans le diabète de type 2 particulièrement, c'est une façon de décomposer le score de risque génétique en composantes, c'est-à-dire les facteurs génétiques qui prédisposent au diabète de type 2, biologiquement, lorsqu'on les regarde, les gènes, donc les polymorphismes se retrouvent dans des gènes qu'on peut associer à différentes étiologies de diabète de type 2. Ça pourrait être une étiologie qui vient chercher plus les bêta-celles pro-insuline, qui sont plus liées à l'obésité, l'hypodystrophie, ou qui ont des effets sur le foie, etc. Puis en classant les variants génétiques, on peut faire des profils de patients. Ça s'appelle des scores polygéniques partitionnés, très à la mode. Ici, on voit Nature Medicine, Nature 2024 sur un nouveau score partitionné. Et on va utiliser ces scores partitionnés dans nos analyses. Mais pour finir, je voulais vous parler du dalcitrapib, qui est le premier médicament de médecine de précision qui est développé dans le domaine de la cardiologie. Donc, il y en a beaucoup en oncologie, mais il n'y en a pas encore en cardiologie. Puis, cet exemple, c'est le premier. On en est arrivé à ce projet à la suite d'une analyse d'un essai randomisé. Je vous ai dit que dans mon équipe de recherche, c'est ce qu'on fait. On utilise les données des essais randomisés en ajoutant des données génétiques. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé revisiter l'étude DAL-Outcome qui testait l'effet du dalcitrapib versus placebo sur les événements coronariens. Le dalcitrapib agit en augmentant le taux de HDL cholestérol, le bon cholestérol, mais malheureusement, ça ne s'est pas traduit en un bénéfice sur les événements coronariens. Donc, on a revisité avec la génétique et on a trouvé un biomarqueur qui indique qui peut bénéficier du dalcitrapib. Puis je vais vous montrer, ça a été publié, tout ça, ça s'est passé en 2015, puis l'essai clinique avait été publié en 2012. Et le biomarqueur qu'on a trouvé permet d'identifier les patients qui sont homozygotes pour l'allèle A à ce polymorphisme génétique dans le gène de l'adénylatyclase 9. Et les homozygotes représentent à peu près 17% de la population. Et on voit ici un bon bénéfice prédit du dalcitrapib versus le placebo avec une réduction d'événements coronariens de 39%, significatif, mais dans cette analyse post-hoc, donc non recevable par la FDA. Mais c'est une bonne indication. Alors que les autres patients qui étaient homozygotes pour l'allèle G avaient plus d'événements coronariens avec le dalcitrapib qu'avec le placebo. Donc, on voit que c'est un biomarqueur important, potentiellement important, parce que ça pourrait augmenter le risque lorsqu'exposé. Comme le temps file, je vais passer un petit peu plus vite sur les diapos suivantes, mais ce que je veux vous montrer, c'est que on a fait cette découverte dans une étude GWAS. Et habituellement, pour appuyer une trouvaille pangénomique comme ça, on fait une deuxième étude GWAS, mais ici, on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas d'autres essais cliniques avec ces données-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une série d'études qui on les voit ici, sont étalées de 2015 à 2021 pour apporter un soutien au développement clinique du dalcitrapib comme médecine de précision. On a démontré l'effet sur l'épaisseur de l'intima média carotidienne, l'effet sur l'efflux de cholestérol qui est présent, le bénéfice
qui est attribuable à l'efflux de cholestérol présent seulement chez les personnes qui sont homozygotes AA, qui ont le biomarqueur, qu'il n'y avait pas d'augmentation de la CRP chez les personnes AA, alors qu'il y en avait chez les personnes GG. On a fait des modèles murins pour démontrer qu'on reproduisait le même phénomène qu'on observait en clinique chez un modèle murin. Et on a même fait des études de médecine évolutive pour démontrer la coévolution entre ces deux gènes, le CETP et notre gène cible, la dénylate-cyclase 9, qui module la réponse au dalcitrapib. Beaucoup de travail en appui pour pouvoir convaincre les investisseurs du potentiel du dalcitrapib comme biomarqueur de précision. Donc, ça nous a amené à faire ce premier essai clinique en médecine de précision cardiovasculaire qui s'appelle DALGENE, qui est terminé. Je vais pouvoir vous présenter les résultats. C'était un tour de force. On a testé génétiquement 45 000 personnes. Évidemment, c'est une étude internationale multicentrique. 45 000 personnes avec le compagnon diagnostique qui est au gène de ADCY9 pour identifier les personnes qui étaient homozygotes AA. Ça représentait environ 17 % de la population. Donc, on a pu randomiser 6 149 individus, soit au dalcitrapib ou au placebo. Les personnes qui n'avaient pas le biomarqueur n'ont pas été incluses dans l'étude, évidemment, parce qu'on voyait un potentiel dommageable chez les personnes qui étaient GG, donc on ne pouvait pas risquer de les exposer à la molécule. Cette étude s'est faite grâce à 630 sites d'investigation dans 31 pays. C'est vraiment grand. On a vu une grande adoption généralisée par les équipes de recherche. Certains disaient « les gens ne voudront pas faire une étude génétique, les gens ne seront pas chauds à l'idée de tester génétiquement », puis c'est tout le contraire. Nous, on a vu que justement, ça a contribué à l'engouement puis à l'adhésion à ce programme de recherche et que ça démontre que le monde de la cardiologie est prêt à faire de la médecine de précision, des stratégies pharmacogénomiques. Il y avait 3 laboratoires centraux pour faire le compagnon diagnostic. Les résultats étaient retournés en 48 heures et le centre de pharmacogénomique était un de ces laboratoires centrales. Voici les résultats décevants. Reste que atteint sa cible, mais pas significatif. Et on voit que les courbes se séparent. Donc, les individus sur le placebo avaient des événements dalcitrapib, une réduction d'événements, mais après ça, ça se repince. Ce qui est arrivé en cours d'étude, c'est, entre autres, la COVID. Puis, la conséquence de ça, c'est que les individus ne pouvaient plus aller à leur visite clinique. C'est une étude internationale. On avait beaucoup de sites en Europe. Et il y a beaucoup de personnes qui ont cessé de prendre leurs médicaments parce qu'ils n'avaient plus accès à la médication, bien qu'on l'a envoyé par la poste à la maison des gens. Quand on fait une analyse seulement chez les patients qui ont continué à prendre des médicaments, on voit le bénéfice du dalcitrapib dans le sous-groupe, mais évidemment, c'est pas recevable par la FDA parce que c'était pas prédéfini, c'était pas ça l'étude. L'étude, c'est sur toute la population traitée. Si on censure si on cesse de mesurer les événements au jour de la déclaration par l'OMS de l'urgence sanitaire mondiale de la COVID, l'étude est significative, mais encore une fois, je le répète, c'est non recevable. Puis on voit que si on prend comme issue, au lieu de prendre le composite cardiovasculaire qui était prédéfini, mais qu'on regarde seulement l'infarctus du myocarde, même à terme de l'étude, l'infarctus du myocarde semble être un bon indicateur malgré la COVID. Donc, on est allé voir la FDA, puis la FDA nous a recommandé de faire un essai confirmatoire, ça s'appelle un confirmatory trial, dans un plus petit groupe de patients pour démontrer le bénéfice du dalcitrapib versus placebo chez les personnes AA, mais sur l'issue de l'infarctus du myocarde seul. L'étude est en cours et puis on s'attend à des résultats en 2028. Si cette étude est concluante et positive, ce sera la première molécule avec un compagnon diagnostique pour une indication cardiovasculaire. Donc, c'est un essai clinique qui est important comme étant vraiment pionnier dans le monde de la médecine de précision en santé cardiovasculaire.
Pour terminer, donc, juste pour conclure, le développement de médicaments de médecine de précision représente un besoin non comblé pour ce qui est des maladies cardiovasculaires et métaboliques. L'essai d'Algene, c'était un essai fort et pionnier qui nous a démontré que c'était possible, la faisabilité était là, c'est possible de le faire. Bien que l'étude n'ait pas atteint son critère principal, l'essai de confirmation d'Algene 2 est en cours. Je tiens à souligner les collaborations entre l'industrie et les centres de recherche universitaires, comme ce qu'on fait, nous, depuis 20 ans, que ça permet vraiment de faire avancer la recherche en pharmacogénomique. Moi, j'y crois à ce modèle-là, puis on arrive à trouver de très bons partenaires dans l'industrie pharmaceutique pour faire ces études. Donc, pour que des études pharmacogénomiques basées sur des données d'essais cliniques soient possibles, on doit s'assurer d'avoir de la génomique à toutes les étapes cliniques. Il faut faire la collecte du biospécimen à la phase 1, phase 2, phase 3 pour pouvoir l'utiliser et refaire les études. Si vous saviez le nombre d'études, notamment avec les GLP-1 agonistes, qui n'ont pas fait de collecte de biospécimens, ça brise le cœur. Des études de plusieurs millions de dollars qui n'ont pas osé investir 500 000 ou 1 million de plus pour faire la collecte d'ADN, c'est vraiment, là, c'est quelque chose à ajouter. Moi, je m'évertue à le dire à chaque fois. On veut évidemment optimiser, s'assurer que le plus de participants vont donner un échantillon d'ADN, un échantillon biologique. Et évidemment, on doit faire usage d'outils d'analyse génomique qui permettent l'inclusivité de tous les participants, pas juste les participants européens. C'est juste une parenthèse, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais souvent, les essais, les GWAS, les études génétiques, vont être restreintes à des individus d'origine ancestrale homogène. Puis comme les Européens sont majoritairement représentés dans les essais randomisés cliniques, les études génétiques ont tendance à être enrichies, les conclusions enrichies pour des polymorphismes qui sont plus prévalents dans les populations européennes. Et c'est un facteur limitant au développement du plein potentiel de ces biomarqueurs pharmacogénomiques, et c'est quelque chose qu'il faut corriger. Donc, je remercie les investigateurs de l'étude d'Algene 1, d'Algene 2, évidemment l'équipe de Jean-Claude Tardif, qui est mon proche collaborateur dans tous ces projets et qui a été l'investigateur principal des études d'Algene. Simon Dedenus, qui a été le PI de l'étude de développement du compagnon diagnostique. Il y a toutes les équipes de recherche, je ne vais pas nommer tout le monde, qui ont travaillé de près et de loin. La pharmaceutique d'Alcor, qui mène le développement du diacétrapib et nos sources de financement.